Une religion peut-elle se transformer en bombe? Au cœur de l'Amérique rurale, le danger ne résidait pas dans le fusil, mais dans la Bible. Là, parmi les champs oubliés et les églises en bois, est née une doctrine qui croit que Dieu est blanc et que le reste de l'humanité est une trahison qui doit être nettoyée. Il ne s'agit pas de l'histoire d'une organisation extrémiste, mais d'une foi armée, d'un credo qui s'appuie sur des versets sacrés et appelle à une guerre sainte. Qui sont les nations aryennes? Et comment le christianisme a-t-il été transformé en une théologie de la haine? Tu complotes des meurtres de masse au nom du Seigneur? Ce documentaire ne parle pas d'un groupe, mais d'une idée qui n'est jamais morte. Une idée qui revêt de nouveaux masques à chaque époque, criant derrière des écrans que nous sommes le peuple élu de Dieu et le reste du carburant pour le jour de la purification. Peut-on donc tuer une idéologie, ou son symbole ne peut-il être qu'interdit? Au fin fond de la campagne américaine, là où les chemins de terre serpentent autour des fermes abandonnées et des vieilles églises en bois, les graines d'une idéologie extrêmement dangereuse ont pris racine, celle qui utilisait la Bible comme couverture et la pureté raciale comme bannière. C'est là, parmi les ombres de la haine et le langage du salut, qu'est née l'une des idéologies les plus extrêmes du XXe siècle, l'identité chrétienne. Ce mouvement n'était pas seulement une déviation du christianisme traditionnel, mais une réingénierie complète de la religion elle-même, mêlant les écritures sacrées à la théorie de la suprématie raciale blanche. Selon les croyances identitaires chrétiennes, les peuples blancs d'origine européenne, en particulier les anglo-saxons, sont le véritable peuple élu de Dieu, alors que les Juifs sont présentés comme une lignée satanique, plantée tout au long de l'histoire d'eux pour tromper l'humanité. Quant aux peuples non blancs, ils n'ont pas leur place dans le soi-disant royaume promis. De cette façon, la Bible a été transformée d'une source de salut en une arme idéologique. Celle qui justifie le racisme, théorise l'exclusion et préconise même le génocide lorsqu'il est jugé nécessaire. Cette doctrine est devenue le terreau dans lequel des dizaines de groupes extrémistes ont pris racine, atteignant son apogée avec la formation d'organisations religieuses et d'établissements d'enseignement fermés au cœur du nord-ouest américain. Sur les rives du lac Hayden, dans l'Idaho, la terre dormait au milieu de forêts denses. Cet isolement même est devenu le premier incubateur pour la naissance de l'un des mouvements racistes les plus extrêmes de l'histoire américaine moderne, les nations aryennes. Le cerveau de cette entité était un homme nommé Richard Butler, un ancien ingénieur en aéronautique qui deviendrait plus tard l'un des symboles de haine les plus infâmes des États-Unis. Butler est né en 1918, dans l'État du Colorado, et a progressé tout au long de sa carrière professionnelle en tant qu'ingénieur, travaillant sur des projets d'aviation et de missiles. Il a cependant rapidement dérivé vers une idéologie raciste aux racines théologiques profondes. Butler a été fortement influencé par le mouvement de l'identité chrétienne. Cette doctrine a servi de semence initiale dans son esprit, mais elle n'était pas suffisante. Il ne voulait pas être un simple adepte d'une vieille idéologie. Il voulait être le chef d'un mouvement qui établirait une nouvelle nation de blancs élus. Au début des années 1970, Butler a commencé à construire ce qu'il appelait le Compound, un terrain de 20 acres transformé en centre militaire religieux semi-fermé dans la région de Hayden Lake. Le site a pris un caractère presque sacré pour ses adeptes, fonctionnant comme une sorte de cathédrale nationaliste blanche, entourée de barbelés, de miradors et de caches d'armes. Depuis l'intérieur de ce complexe, Butler a déclaré que la fondation de nations aryennes était un mouvement politique religieux basé sur ce qu'il appelait une vision raciale orthodoxe. Cette vision du monde soutenait que le monde était contrôlé par une conspiration juive mondiale visant à détruire la race blanche et que la seule solution était d'établir une patrie sûre pour les chrétiens blancs purifiés des autres races. Butler n'était pas seulement un prédicateur religieux. Il opérait comme un commandant quasi militaire, formant ses disciples à l'utilisation des armes, à la planification tactique et à la préparation d'une guerre raciale imminente. Les rassemblements annuels des nations aryennes ressemblaient à des démonstrations de pouvoir. Les membres portaient des vêtements de style militaire, des drapeaux à croix gammés flottaient à côté des croix chrétiennes et des discours enflammés remplis de haine ont été prononcés. Ces événements sont devenus le point de rencontre de pratiquement tous les courants racistes d'Amérique, des néo-nazis et des factions du Ku Klux Klan aux milices armées
et aux adeptes de l'identité chrétienne. Ce qui distingue les nations aryennes des autres groupes extrémistes blancs, c'est cette fusion distinctive de la doctrine religieuse et de la violence organisée. Le mouvement a développé un cadre théologique complet qui justifie la haine par des textes religieux déformés et donne à ses adeptes le sentiment d'être choisis par Dieu, ce qui les rend plus enclins à se sacrifier et à commettre des actes de violence au nom de la sauvegarde du peuple blanc de Dieu. Le mouvement des nations aryennes n'était pas simplement un groupe religieux ou politique extrémiste, mais une structure idéologique complexe qui combinait une théologie blanche dérivée d'interprétations bibliques, déformées, avec un discours nationaliste raciste alimenté par le mythe de la supériorité raciale blanche. Au cœur de cette idéologie se trouve le concept de Zog, gouvernement occupé par les sionistes, terme que le mouvement a adopté pour interpréter toutes les formes de pouvoir centralisé, de Washington aux Nations Unies, comme des forces démoniaques opérant dans l'intérêt des Juifs et complotant l'anéantissement progressif de la race blanche. Cette idée est passée d'un slogan conspirateur à un pilier fondamental du récit haineux du mouvement, diffusé par le biais de pamphlets, de conférences et de sermons religieux enflammés prononcés sous des drapeaux nazis et au son d'hymnes évangéliques. Les nations aryennes se sont également fortement inspirées de la littérature néo-nazie, empruntant un vocabulaire et des concepts centrés sur la purification raciale, le sang pur et l'ennemi intérieur. Les écrits d'Adolf Hitler, notamment Mein Kampf, sont enseignés comme des textes politiques et religieux auxquels on accorde un niveau de révérence comparable à celui de la Bible. Dans l'enceinte de Hayden Lake, au-delà des Juifs, la liste des ennemis comprenait les Noirs, les immigrés, les musulmans et même les Blancs libéraux eux-mêmes, des groupes considérés comme des impuretés dont la terre devait être nettoyée. Cette rhétorique de la haine était enveloppée de slogans religieux incendiaires. Dieu exige une guerre sainte, la pureté est la voie du salut, et la terre appartient aux Aryens comme l'a promis le Seigneur. Ces slogans étaient scandés dans les camps d'entraînement, gravés sur les portes de l'enceinte et inculqués aux enfants dès leur plus jeune âge comme des hymnes d'endoctrinement. À travers ce cadre, le mouvement a cherché à remodeler la conscience religieuse de ses adeptes, non pas en proposant une nouvelle école théologique, mais en réinterprétant les textes sacrés pour les mettre au service d'une vision nationaliste raciste. Dans ce contexte, la religion n'était pas une voie de salut, mais un outil de contrôle, une justification de la violence et un permis de tuer en masse. Le complexe de la nation aryenne n'était pas seulement un siège organisationnel ou un lieu de rassemblement idéologique. C'était un camp entièrement développé où la foi en la guerre raciale à venir a été forgée et où les graines de la haine et de l'extrémisme ont été plantées dans l'esprit de générations entières. La doctrine raciste n'était pas le seul centre d'intérêt du groupe avant la formation physique et pratique sur le terrain, qui était une partie inséparable de leur projet. Pourtant, tout ce qui se passait sur cette terre ne se résumait pas au bruit des coups de feu et à la fumée de la poudre. Pendant les temps morts, ou les événements annuels, le complexe se transformait en arène de propagande et de religion. Des conférences de jeunes blancs y ont été organisées. Des rassemblements destinés à préparer la prochaine génération grâce à un mélange de haine et de religiosité radicalisée. Les leaders du mouvement, ainsi que des invités de sectes similaires, sont montés sur les estrades pour prononcer des discours enflammés dans lesquels les textes sacrés ont été fusionnés avec des interprétations raciales, présentant les Blancs comme le peuple élu de Dieu et les Noirs et les Juifs comme des ennemis de la création. L'édition a joué un rôle central dans l'expansion et l'influence du groupe. Le mouvement possédait sa propre imprimerie et éditait des publications telles que le Bulletin de la Nation aryenne, qui contenait des essais doctrinaux, des documents d'incitation, des passages bibliques interprétés de manière sélective et des guides dits de survie, des manuels expliquant comment le croyant blanc doit se protéger dans un monde gouverné par des races inférieures. Ce matériel imprimé, ainsi que les cassettes audio et les sermons enregistrés, ont transformé leur rhétorique en un virus transmissible circulant par courrier ou lors de réunions à huis clos dans les églises d'identité chrétienne. Malgré tous ces rituels, le groupe n'était pas une entité isolée, mais le noyau d'un mouvement plus large. Il entretient des relations coordonnées avec d'autres groupes armés tels que l'Ordre et la Résistance aryenne blanche, et ses intérêts se croisent parfois avec des éléments de milices américaines extrémistes et des prédicateurs de la fin des temps dits survivalistes.
À la fin des années 1990, le mouvement des nations aryennes avait atteint l'apogée de son expansion organisationnelle et médiatique. Dans le même temps, cependant, elle vacillait intérieurement sous le poids de ses propres contradictions et, extérieurement, elle était confrontée à une pression juridique et sociale de plus en plus forte. À l'approche de la fin du siècle, les fils de la désintégration ont commencé à se resserrer autour du complexe raciste de Hayden Lake, le transformant en scène pour le scooter dramatique de l'un des mouvements nationalistes blancs les plus bruyants de l'histoire moderne de l'Amérique. En 1998, un incident s'est produit qui allait marquer le début de la fin. Un couple afro-américain, Victoria et Kenneth Keenan, roulaient près du complexe des nations aryennes dans l'Idaho lorsqu'ils ont été agressivement poursuivis par plusieurs gardes armés du groupe. La poursuite n'était pas simplement une tactique d'intimidation ou une menace verbale. Des coups de feu ont été échangés, la voiture du couple a été endommagée et ils ont été contraints de fuir dans ce qui ressemblait à une embuscade semi-militaire. Les agresseurs n'étaient pas des étrangers, mais des croyants engagés dans une doctrine raciste qui élevait la race blanche à un statut divin tout en excluant tous les autres. La famille Keenan a intenté un procès civil contre le groupe, et l'affaire a rapidement été prise en charge par le Southern Poverty Law Center, dirigé par l'éminent avocat des droits civiques Maurice Dees, connu pour avoir mené des batailles juridiques contre des groupes extrémistes aux États-Unis. Au cours du procès, l'attention ne s'est pas limitée à un acte criminel isolé. L'idéologie raciste elle-même a été mise au banc des accusés. Les slogans incendiaires, les symboles nazis et les sermons enflammés ont tous été présentés comme des éléments d'un environnement produisant de la violence. En 2000, le jury a condamné les nations aryennes à payer 6,3 millions de dollars de dommages et intérêts, une somme faramineuse que l'organisation ne pouvait pas se permettre. Le jugement a contraint le groupe à la faillite, ce qui a conduit à la vente aux enchères publiques et à la vente de l'énorme complexe de Hayden Lake. Il a été acheté par un militant évangélique qui l'a ensuite transformé en centre de tolérance et d'éducation interconfessionnelle. Une ironie historique douloureuse pour une doctrine construite sur la haine. Avec la mort de son fondateur Richard Butler en 2004, le mouvement a perdu son centre de gravité idéologique et organisationnel. Aucun successeur n'est apparu pour ressouder les rangs, et les sections locales ont rapidement commencé à se fragmenter, à tomber dans des conflits internes ou à se transformer en groupes plus petits portant le même nom, mais dépourvus d'une autorité centrale claire. Les chants nationalistes se sont éteints dans les champs, les feux des camps se sont éteints et les lumières des conférences se sont éteintes. Les nations aryennes sont devenues un nom dans les dossiers judiciaires, pas un mouvement. Après la chute de la forteresse que Richard Butler avait construite au cœur de l'Idaho, le mouvement s'est officiellement désintégré et ses restes se sont éparpillés entre de petits leaderships rivaux. Ces factions dissidentes n'ont pas le charisme de Butler et ne possèdent plus de base physique pour les unir. Pourtant, ils ont hérité de la même idéologie, des mêmes bannières et de la même hostilité. Au cours de la décennie qui a suivi, la scène elle-même a changé. Les réunions secrètes n'ont plus lieu dans les camps d'entraînement en forêt. Au lieu de cela, les salles numériques sont devenues le nouveau champ de bataille. L'Internet a permis la redistribution de l'idéologie sans besoin de présence physique. Les forums, les salles de chat, les vidéos cryptées et les sites web sombres sont tous devenus de nouvelles chairs, faisant circuler des textes sur l'identité chrétienne, republiant les écrits de Butler et proposant des réinterprétations racistes grossières de la Bible. Parallèlement, les attaques sporadiques menées par des individus ayant embrassé l'idéologie sans affiliation formelle se sont multipliées. Les loups solitaires influencés par la pensée des nations aryennes sont apparus dans diverses fusillades de masse, des attentats à la bombe à petite échelle et des menaces en ligne. Les gouvernements sont désormais confrontés à un spectre sans tête, un spectre qui ne peut pas être facilement poursuivi ou contenu. Les tentatives pour faire revivre le nom de la nation aryenne originelle ont été nombreuses, mais elles n'ont pas réussi à lui redonner son importance d'antan. Certaines factions ont utilisé ce nom dans des déclarations menaçantes. D'autres ont tenté de l'enregistrer en tant qu'organisation religieuse. Pourtant, la loi et la société civile sont restées vigilantes. Malgré cela, le nom a continué à porter le poids de son passé, invoqué comme un symbole dans chaque nouvelle manifestation de rhétorique remplie de haine. À l'aube du troisième millénaire, alors que les piliers de mouvements comme celui-ci s'effondraient sous le poids des batailles juridiques et de la fragmentation organisationnelle, un changement plus profond s'opérait dans l'opinion publique américaine et mondiale. Les groupes suprémacistes blancs
n'étaient plus en mesure de pénétrer les communautés locales avec le même élan que celui dont ils avaient bénéficié dans les années 1970 et 1980. Les images de camps d'entraînement brûlant des croix et d'hommes masqués chantant la domination blanche provoquaient de plus en plus de dégoût plutôt que d'attirance. L'époque a changé. Grâce à des transformations sociales et culturelles cumulatives, de larges segments du public américain ont fini par reconnaître que les discours de haine manifestes, enracinés dans la suprématie raciale et religieuse, n'étaient plus commercialisables sur le plan politique ou médiatique. Ceux qui restaient attachés à l'idéologie aryenne n'avaient plus que deux solutions pour se déguiser derrière de nouveaux slogans ou se retrancher dans les recoins d'Internet, écrire dans d'obscurs blogs et reformuler leurs idées dans un langage plus évasif. Dans ce contexte a émergé ce que l'on pourrait appeler la fin du radicalisme classique. Le déclin progressif des groupes armés et hiérarchiques au profit de réseaux lâches et décentralisés, et d'idées qui se propagent non pas par des brochures imprimées, mais par des mèmes, des tweets et des clips vidéo. Un nouveau courant connu sous le nom de droite alternative alt-right est pris de l'importance. Un courant qui rejetait le cloisonnement politique traditionnel et faisait appel à la jeunesse blanche par un ton sarcastique et ironique. Parfois, il s'est dissimulé dans le langage de la critique culturelle ou de l'humour. Pourtant, à la base, il a conservé la même hostilité raciste envers les immigrés, les musulmans, les juifs et les noirs. Certains de ces courants s'inspirent directement des nations aryennes, mais traduites dans le langage du XXIe siècle. Pas de camps forestiers, mais des forums en ligne. Pas de conférences officielles, mais des live streams sur YouTube et des podcasts hebdomadaires. Alors que les structures traditionnelles du racisme organisé reculaient, des formes hybrides d'extrémisme ont commencé à apparaître. Individus commettant des actes terroristes motivés par une idéologie raciste sans affiliation organisationnelle directe. Des auteurs tels que l'agresseur de Christchurch en Nouvelle-Zélande ou le tireur de la synagogue de Pittsburgh ont fait écho à l'ancien langage de Zog, mais dans un nouveau cadre de haine mondialisée. En fin de compte, l'idée n'est pas morte, il a simplement revêtu un nouveau masque. À chaque tentative d'interdire une organisation extrémiste ou de couper ses sources, des dizaines de comptes virtuels et de communautés en ligne émergent en véhiculant la même haine, mais avec des outils plus subtils et plus rusés. L'opinion publique s'est divisée entre des mouvements antiracistes tels que Black Lives Matter et un public confus qui a parfois du mal à discerner où s'arrête la liberté d'expression et où commence l'incitation et la haine. En fin de compte, la fin des nations aryennes n'était pas la fin de l'idée, mais le début d'une phase plus complexe dans la trajectoire du racisme moderne, une phase dans laquelle la haine n'a plus besoin d'un uniforme, mais d'un tweet intelligent, d'un mème satirique, ou même d'un homme seul devant une caméra qui crie dans le vide et trouve un écho.